disons un grand merci à Gert Boulet pour sa conférence riche qui non seulement complète les interventions, mais apporte d'autres éléments clés dans l'analyse, je dirais, selon mes yeux, de la structure des changements qui interviennent dans les capacités des États et dans les capacités des acteurs de la période que nous vivons. Ceci me conduit à m'interroger moi-même et poser des questions. Disons, nous avons entendu trois personnalités et maintenant il faut tirer des conclusions. Chacune de ces personnalités a apporté une pièce plus ou moins fondamentale, je dirais très éclairante, sur la période de transition que nous vivons et sur les structures du pouvoir. La présence des structures du pouvoir nous accompagne à la limite de la question essentielle. La question essentielle dans toute période est qui gouverne, qui décide, dans quel but. Parce que nous ne devons pas nous limiter à l'analyse des moyens, des techniques. Nous savons, comme les personnes de la Renaissance, que nous vivons une grande époque de transformation technique, scientifique et, je dirais, secondairement conceptuelle. On n'a pas inventé le concept de l'homme nouveau de la Renaissance. Et donc, les révolutions qui ont été l'objet, notamment d'Alexandre Koyré ou de Kuhn dans l'histoire de l'humanité, sont-elles purement et simplement des révolutions technico-scientifiques? Non. Il faut le concept. Donc la période que nous vivons est sans doute une période de révolution technique et scientifique. Mais la révolution véritable comporte la présence d'un concept révolutionnaire dont nous ne disposons pas. Donc les trois questions sur lesquelles j'espère qu'il y ait des questions sont les suivantes pour moi. Pour nous, est-ce que nous sommes dans une période, ou allons-nous dans une période de guerre ou de paix? Est-ce que le monde va vers l'accaparement du pouvoir dans une seule puissance? Et quelle est la place, n'est-ce pas, de l'Europe dans un monde multipolaire? Et que veulent les acteurs du monde multipolaire? Que veut la Russie? Que veut la Chine? Pour ne citer que les deux plus importants. Quel est le type d'avenir dans la vie de tous les jours que nous vivrons? La vie accrue dans le domaine de la liberté, et pour quel sens de la liberté? Voilà une série de questions que nous pouvons nous poser à la fin de ces très riches contributions. Et nous allons remercier profondément notre ami Gert Boulet, dont l'exploit a été, comme vous l'avez vu, très riche et très intéressant et très précis aussi. Donc là, le débat est ouvert. Monsieur Kemp, j'ai des difficultés à vous appeler monsieur. Je continue, c'est très bien. Vous posez... On m'entend j'essaie de le mettre là. Vous posez des questions politiques, allons-nous vers la paix ou la guerre? Ça dépasse très certainement le cadre du cyberespace. Moi, j'ai essayé de rester dans le cyberespace. Oui. En tout état de cause, dans le cyberespace, nous observons une cyberconflictualité croissante. Quand j'analyse, et je fais ça avec les étudiants, quand j'analyse les cas, on voit une augmentation du nombre de cas, grand 1, une intensification technique, grand 2, c'est-à-dire qu'avant on avait des choses assez bénignes, et puis là maintenant on commence à avoir des choses plus élaborées, et l'exemple de TV5 Monde en est un. Et grand 3, on voit une diversification des cibles, c'est-à-dire que il y a 5 ans, il y a 10 ans, les principales cibles, par exemple en
en guerre économique étaient principalement des industries de souveraineté, des industries de haute technologie, des industries d'énergie ou des industries d'armement. Maintenant, on voit bien que toutes les sociétés sont visées. Il y a eu l'affaire Walmart, il y a eu l'affaire Sprint, il y a eu Sony Pictures, etc., etc. Et donc, même des sociétés de grande distribution ou de sociétés de loisirs, désormais, font l'objet de cyberagressions. Donc, oui, une augmentation de cette cyberconflictualité, mais j'allais dire à la hauteur du développement du cyberespace et de l'inclusion du cyberespace dans nos vies. J'appartiens à une génération qui a commencé sa carrière professionnelle où il y avait encore des machines à écrire et du papier carbone. Personne n'envisage aujourd'hui de revenir à de tels expédients, ne serait-ce que parce que même si vous le faites à l'ancienne, une photo avec votre smartphone et si vous voulez, le passage par un ancien moyen perd toute sa valeur. Donc augmentation de la cyberconflictualité, oui. Et deuxième facteur, non seulement multiplication du nombre d'acteurs, je crois que nous l'avons tous mentionné, mais je voudrais revenir à ce que vous avez dit dans votre introduction, monsieur le professeur, qui est la notion de monde post-hobbesien, qui est effectivement une notion que j'ai essayé de développer dans d'autres articles, notamment dans la revue Défense nationale. Oui, nous sommes dans un monde post-hobbesien. Vous vous souvenez, Hobbes, que disait Hobbes, nous avons une société de nature dans laquelle les hommes sont... c'est la guerre de tous contre tous, et grâce au Léviathan, c'est-à-dire grâce à l'État, nous réussissons, au moins dans l'ordre intérieur, mais c'est fondamental, nous réussissons à réduire cette guerre du tous contre tous et à arriver à un monde hobbesien où justement le Léviathan permet la régulation sociale et avec des conséquences sur l'ordre international, c'est le système westphalien. Aujourd'hui, certainement dans le cyberespace, et à mon avis, mais là ça élargit un peu le débat, mais à mon avis dans les autres sphères, c'est pour ça que j'aime pas tellement la notion de monde multipolaire. Je crois que nous sommes dans un monde post-hobbesien, de lutte de tous contre tous, où il n'y a plus de jeu d'alliance, où il y a certes des vassalités, des concurrences et des collaborations, des jeux extrêmement troubles, mais où nous sommes en conflit de tous contre tous. Oui, ça je crois que c'est l'environnement dans lequel nous sommes et qui remet en cause les catégories avec lesquelles nous vivions jusqu'à présent. Très bien, très bien. Pierre-Emmanuel, tu veux dire quelque chose? Le public a bien volontiers la parole. D'abord Fenk, ensuite monsieur. Je sais pas. Bon, je sais pas comment. Le micro. Oui, c'est ça, c'est ce que j'attendais. Merci. Il n'est pas obligé de brancher. Allô, allô, vous m'entendez? Voilà, moi, la question que je me pose. Parce que c'est à M. Kempf que je m'adressais. Quand je vous entends parler un petit peu, c'est comme si un chroniqueur sportif qui commentait le 100 mètres, du 100 mètres, parle de tous les coureurs, sauf de comment le Jamaïcain, là, dont j'ai mon bout la langue, là, qui fait... Usain Bolt, merci. Sauf si vous parlez de Usain Bolt, bizarrement, vous avez à peine effleuré le sujet de la NSA. Et moi, je me pose la question, par exemple, quand on voit tout le cirque qui a été fait là, avec le navet, là, comment ça s'appelle, le film de Sony Pictures. Moi, ce qui a été dit par certains chroniqueurs cinématographiques qui ont vu le film, pour être gentils, ils ont dit c'est pas le dictateur de Chaplin. Certains disent même que le pseudo ou l'incident informatique aurait été provoqué pour faire un coup de publicité tellement le film était... surtout qu'il y avait eu des fuites. C'est vrai qu'il y avait eu des fuites avant, où certains extraits du film étaient sortis, et on savait que c'était un navet, un parfait navet, quoi. Et certains disent qu'en réalité c'est ça. Et là je me pose des questions parce que notamment, il y a des liens, ça a été révélé par Wikileaks, il y a des liens entre Sony Pictures, le groupe Sony, le Parti démocrate et la Maison Blanche. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Encore toujours dans le même genre de pratique, toujours avec la brave NSA. Monsieur Biden, pour une fois, on va parler du père, pas du fils. Monsieur Biden, Joseph, vice-président des États-Unis, qui explique l'année passée au mois de septembre à l'université Harvard que pour faire passer les sanctions contre la Russie auprès des pays européens, ils ont utilisé des pressions. Et certains disent qu'en réalité les pressions c'était la NSA, entre la NSA qui écoutait tout le monde. Vous savez la fameuse histoire,
tous les téléphones de Madame Merkel qui étaient depuis plus de 10 ans. Question. J'y arrive. Question depuis plus de 10 ans. Et notamment aussi les télécoms. Je dis, est-ce que vous pensez, pour revenir justement à la fameuse affaire Sony Pictures, est-ce que vous pensez réellement que c'est pas plutôt un cirque? Parce que, vu la NSA, la puissance de la NSA, je ne comprends pas qu'ils se soient fait piéger comme des gosses par la Corée du Nord, qui est un tout petit État qui est complètement pauvre.